Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 9, on parle d'humour, mais d'abord d'arts martiaux. Bienvenue à Studio Libre. On attrape mes prochains invités juste avant qu'ils fassent le grand saut, qu'ils quittent l'Amérique pour la première fois et qu'ils s'en aillent au Portugal. Et pas rien de moins que pour les championnats du monde de karaté. On va les retrouver Loïc, Nathan, Maëlie, ainsi que Sensei Manuel Gendron. Eh bien, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et pour les jeunes, c'est quand même pas rien là, de dire on s'en va au Portugal, on organise tout ça pour aller compétitionner avec les meilleurs de la planète. Oui. C'est vraiment important. C'est vraiment... C'est un gros événement. Ouais. C'est ça. Ça demande beaucoup de préparation. Ils ont travaillé très fort toute l'année. Puis encore plus depuis qu'ils ont été sélectionnés dans l'équipe Canada. Les championnats du monde WKC, c'est 15 pays. C'est tout près de 1000 athlètes dans différentes catégories, pas seulement en combat, parce qu'ici, on a 3 combattants, mais on a des représentants dans d'autres dojos du Québec et du Canada qui vont en kata aussi. Fait que, mais du dojo de Buckingham, les 3 représentants ici, ils vont en point de fight. C'est quelque chose de déjà compétitionné. Personnellement, en karaté, oubliez-moi. Vous me mettriez dans votre petite poche en arrière. Mais là, de compétitionner, d'un, pour se rendre à l'équipe Canada, ça prend quand même beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour vous rendre jusque-là, juste pour être sélectionné dans l'équipe Canada? Ben déjà, fallait qu'on mette nos priorités à nos bonnes places, comme vraiment mettre le karaté d'avant. Aussi les études, c'est dur aussi, le travail, les amis, mais il fallait qu'on priorise le karaté beaucoup, là. Et que c'est des gros sacrifices. Et du côté de Maëlie, je rappelle, t'as 11 ans seulement, d'être sélectionnée dans ce genre de compétition-là, ça doit quand même être spécial à un si jeune âge. Ben oui, ben c'était en même temps une erreur que j'ai pas y aller. C'est une décision, pas une erreur, mais c'est une décision sur un coup de tête, on va dire ça comme ça, d'aller s'essayer finalement au championnat québécois, donc la sélection québécoise. Ça s'est décidé à la dernière minute, littéralement. Elle l'a fait, puis elle s'est classée au Québécois, puis après ça, ben, au Canadien. Elle s'est révélée complètement. Je dois dire qu'elle est passée au travers de plusieurs adversaires vraiment de très haut niveau. Puis qu'elle ne connaissait pas aussi, parce que dans le fond, quand tu vas au Canadien, tu as des adversaires des autres provinces que tu fréquentes pas dans tes tournois locaux. Fait qu'elle est passée au travers de ces 2 journées-là. La tête haute est sortie avec une médaille d'argent au championnat canadien, comme Nathan d'ailleurs aussi. Et puis, Loïc qui a été sélectionné pour la 4e place, dans le fond, pour être dans l'équipe Canada, il faut être dans les 4 meilleurs pour pouvoir aller représenter le pays après ça aux mondiaux. C'est ça. Peu importe la catégorie, dans le fond. Les gens doivent se demander combien d'heures vous vous entraînez par semaine parce que il y a beaucoup d'accomplissements là, pour arriver. Bon, Maëlie, t'es arrivé comme ça. T'as eu une super bonne journée pour battre tout le monde et monter ton classement. Mais bon, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Là. C'est vraiment une préparation autant physique que mentale. Comment vous avez vécu ça? Puis combien d'heures vous y sacrifiez par semaine? OK. En fait, par jour, c'est au moins 1 heure. Parfois, ça peut genre frôler les 2 heures. Mais c'est vraiment intense. J'avoue, 2 heures par jour, c'est comme ça pour tout le monde? Ben, ça, c'est sûr que chaque participant, il met le temps qu'il veut puis le temps qu'il peut. Mais après ça, les résultats viennent avec aussi. Puis, tu sais, ça compte de l'entraînement personnel parce qu'il faut être en forme. Ça compte de l'entraînement plus technique au niveau combat. Donc, ici, on a des entraînements chaque semaine de combat pour nos élèves. Mais on a aussi des entraînements d'équipe pour ceux qui sont dans l'équipe de compétition. Ils ont toutes les 3 participé à des séminaires puis des formations avec d'autres entraîneurs de renommée pour les préparer le plus possible en vue des mondiaux puis de la compétition en général. Fait que oui, c'est plusieurs heures puis plusieurs années de travail aussi parce que les 3 pratiquent les arts martiaux depuis plusieurs années. Fait que c'est le résultat aussi d'un long parcours personnel. C'est pas juste du jour au lendemain, même si la décision de faire un tournoi peut se prendre du jour au lendemain, le parcours pour pouvoir la capacité de se dire peut-être que je peux y aller
sur un coup de tête, ben, il faut quand même avoir un niveau d'expérience en arrière qui nous permet de le faire aussi. Là. Oui. Et les jeunes, vous trois, vous allez chercher quoi dans le karaté? On parle souvent de valeurs. Bon, on en a parlé notamment en long et en large avec votre sensei, mais personnellement, vous allez chercher quoi? Qu'est-ce qui vous passionne dans le karaté? Moi, honnêtement, c'est le fait de me surpasser. Genre, chaque fois, je me dis, tu sais, quand je combats des gens, là, quand je réussis à battre quelqu'un, là, je me dis, ah, lui, j'ai pas réussi aujourd'hui, mais à la prochaine compétition, je me dis, je vais me surpasser. Cette compétition-là, je vais le battre. Après, c'est comme ça que je le vois, là. À me surpasser, vraiment, ça m'aide vraiment. Et pour toi, Loïc? C'est un peu la même chose, sauf que moi, j'ai vraiment essayé chaque jour d'aller plus vite, plus fort, et c'est ça. Genre, chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mhm. Et pour toi, Maëlie, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé justement à faire du karaté? Ben, au début, c'était juste pour monter la confiance en moi parce que ma mère disait que j'en avais pas. Et c'est Ça ça. a-tu marché, Maëlie? Trouves-tu que ça a Oui, fonctionné? oui, vraiment. Là, après, quand j'ai commencé à faire de la compétition, c'était en kata. Là, OK. après, j'aimais ça, donc on a changé en combat. Puis, ce que j'aime dans le combat, c'est que je puisse, parce qu'en kata, on peut pas vraiment bouger comme on veut, mais en combat, on peut bouger. Puis aussi, aux compétitions, je peux rencontrer des nouvelles personnes. Fait que c'est ça que j'aime. Donc, c'est autant personnel que social, si on voit la pratique de ce sport-là. Et là, Ouais. vous allez rencontrer des gens que vous ne rencontrez pas d'habitude. Là. C'est, comme je disais, les meilleurs à travers la planète. Donc, ça doit être quand même stressant pour vous en intérieur. Comment est-ce que vous vous sentez? Euh, Honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment stressant, mais quand tu vas aux mondiaux, tu étudies le monde et tu t'adaptes à leur comportement. Admettons, ils jouent agressivement. Tu vas y aller d'une certaine manière et s'il est plus calme, d'une autre, Mhm. selon moi. Et pour toi, Nathan, justement, moi comment aussi, tu te je prépares? trouve ça stressant. Puis, tu sais, au début, je me dis, ah, j'étais pas stressé quand je me suis qualifié. Mais de jour en jour que ça arrive, là, je deviens de plus en plus anxieux. Tu sais, mais je me dis que Mhm. là, si je me suis rendu là, c'est pas pour rien. Oui. Puis toi, Maëlie, c'est, j'imagine, tes premières compétitions mondiales. Euh, Ouais. Ben, c'est c'est à peu stressant? près ce qui m'attend. Au début, je me disais, bon, ça va bien aller. Puis là, de plus en plus qu'on se rapproche, je Mhm. me dis, en fait, peut-être que ça va pas aussi bien aller que je le pensais, mais vais pas, ben, je vais essayer de pas penser à ça parce que quand on arrive dans un combat, faut pas être stressé du tout, sinon Mhm. ça va plus ou moins bien aller. Fait qu'il faut tout de suite avoir l'esprit vide puis être calme dès qu'on arrive sur les tatamis. Fait qu'il faut essayer de pas penser à ça. Vraiment, le moment présent, comme on dit. Faut se ramener, il faut se concentrer. Le niveau de concentration, est-ce que vous pensez qu'il va être beaucoup plus important que d'autres compétitions, vu que c'est les mondiaux? Bien sûr. Ben oui. Ouais, ça, Ben, c'est sûr, parce que c'est mondiaux, tu te dis, tu sais, t'as tout donné pour ça, tu vas pas lâcher ça d'un coup, tu vas pas dire c'est juste un combat, fait que tu donnes tout ce que tu peux. Puis il y a aussi une catégorie additionnelle auquel ils vont participer. Au championnat du monde, on combine les meilleurs en combat de chaque pays vont être combinés en trio. Ils vont faire une catégorie qui s'appelle par équipe. Dans le fond, c'est comme du combat en relais. Chacun fait une période de combat contre un adversaire. Après, il y a un roulement. Comme ça, et les points s'accumulent pour l'équipe. Mhm. Donc, ça leur donne une occasion de plus de revenir avec une médaille en équipe et en solo aussi pour un combat dans leur catégorie respective, dans le fond. On parle pour parler, là. On est entre nous autres, là. Avoir l'objectif de médaille, est-ce que... C'est sûr que c'est un objectif, mais est-ce que vous êtes convaincu que vous allez revenir avec quelque chose qui va pendre à votre cou après les mondiaux? honnêtement, je suis pas sûr, mais l'important, c'est de faire confiance en soi, puis te dire dans ta tête, je vais y arriver, c'est ça. C'est pareil pour moi. Moi, je suis pas sûr, mais je suis quand même sûr parce que si je me dis que si je fais ce que je fais à mes pratiques, puis je fonce comme, tu sais, c'est comme un combat mental, tu sais, je me dis, je me bats, je fonce, je pense que oui, ça pourrait arriver pour toutes nous. Mhm. Puis le coach en arrière de ça, lui, qu'est-ce qu'il pense de ses élèves?
Ben écoute, je pense que ils ont le bon mental en ce moment. Je pense qu'il faut y aller en visant de donner leur meilleure performance. Puis je pense que les trois vont donner leur meilleure performance. Je suis confiant là-dedans. Après les résultats pour une première année, je leur mets aucune pression. Moi, je veux qu'ils s'amusent, qu'ils vivent l'expérience à fond. Ben oui. Puis en s'amusant et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, ils vont obtenir des résultats à la hauteur de leur travail. Puis après ça, ben on perd pas dans une compétition comme ça. On gagne de l'expérience. Et puis, s'ils reviennent avec une médaille, on va être très fiers d'eux. Puis sinon, on va se relever les manches, on va continuer le travail, tout simplement. On apprend autant dans les victoires que dans les échecs. Ça, dites-vous ça. Que dans les défaites, en fait. Ouais. Eh bien, on vous souhaite vraiment d'avoir un beau voyage, de profiter des championnats mondiaux parce que c'est quelque chose de vivre ça. Je rappelle, Loïc, tu as 15 ans, Nathan, 17 et Bailey, seulement 11 ans. Profitez de votre voyage, découvrez le monde et puis revenez-nous avec un bagage d'expérience, j'allais dire. Que ce soit avec une médaille ou que ce soit avec vraiment une belle expérience de vie aussi. Et puis, vous prenez l'avion prochainement. Là, on enregistre mercredi. Vous prenez l'avion quand? Jeudi, vendredi? Nous, on prend l'avion demain. Ouais, Oui. demain. Donc, Demain. jeudi. Moi, j'ai vendredi, je pars vendredi soir. Donc, on est là un peu d'avance, quelques jours avant les débuts des compétitions. Lundi, là, il y a les cérémonies d'ouverture et tout. Puis, c'est ça. Donc, si les gens suivent la chaîne, la page Facebook du dojo, on va partager des liens avec les performances des athlètes et tout, là. Mais tu sais, c'est bien d'avance parce qu'on peut se familiariser avec l'endroit aussi. Exact. Ben oui. C'est aussi important, j'imagine, pour vous de canaliser aussi un peu. Ça aide au stress aussi d'avoir quelques jours pour se familiariser avec Un l'environnement. gros décalage horaire, là, on ne se le cachera pas. Donc, déjà, juste de s'en remettre un peu avant la compétition, c'est déjà important d'être reposé, d'être frais dispo quand ça va commencer, ça va être crucial. Puis c'est pour ça qu'on part un peu d'avance, mais c'est ça. Donc, ils sont prêts, là. On est prêts, il reste juste à finaliser les valises. Ben, Ouais. profitez-en bien, ayez du fun, et puis revenez-nous grandis de cette expérience-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Loïc, Nathan et Maëlie, ainsi que Sensei Manuel Gendron, merci. C'est toujours un plaisir, oui, de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye. 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 TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Au repêchage des mâles alpha, mon prochain invité serait probablement en dernière ronde et pas tellement loin du ballottage, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on l'aime. Le seul et unique Louis T est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour. J'aime mieux quand c'est moi qui se dis pas mâle alpha que quand les gens me disent que je suis pas un mâle alpha. Mais on le sait pas, peut-être que tu l'es, c'est ça, ton nouveau spectacle Mâle Alpha que tu vas venir nous présenter le 9 novembre prochain. Et c'est pourquoi tu as voulu aller explorer ce fameux côté mâle alpha, parce que on dit dans la description que tu aimes les hommes. Parce qu'on a vu dans les dernières années, les hommes se sont fait, comme on dit dans le domaine, varloper pas mal. Et puis, l'homme blanc, surtout en général, a eu ses heures de pas très gloire. Donc, tu dis que malgré tout, malgré leurs caractéristiques parfois qui sont peut-être un petit peu plus non dans le thème du jour, tu aimes les hommes malgré tout? Oui, c'est une empathie, c'est pas tant un choix de jeter mon regard vers ça que ça s'est imposé. Tu sais, avec l'âge, avec le momentum, j'ai vu des gars autour de moi. J'ai eu 40 ans, j'ai vu des ruptures, j'ai vu des hommes devenir pères, j'ai vu des hommes vivre des difficultés professionnelles et personnelles. Fait que ça m'a interpellé, tu sais, de voir ça aller, tout en n'oubliant jamais, et je le spécifie parce que c'est important, que j'ai plein d'amis filles, j'ai plein d'amis femmes, puis c'est les problématiques et les sujets dont on a parlé ces dernières années ne sont pas réglés encore et ces discussions-là doivent encore avoir lieu. L'idée n'est pas de prendre la place de ces discussions-là pour mettre un autre agenda. C'est juste, je pense qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps et de regarder la société
comme un ensemble de gens qui ont des défis. Puis les garçons aussi vivent des difficultés et des défis. Puis ça m'a inspiré. C'est pas un message politique. C'est vraiment pas un agenda. C'est pas que je décide qu'il faut parler de ça. C'est que moi j'ai vécu ça autour de moi puis ça m'a interpellé et j'ai eu le goût d'en parler humoristiquement. Fait que il y a pas derrière ça là une espèce de véhicule de c'est le temps qu'on parle des gars puis de militantisme. Non, il y a juste une empathie puis une sympathie avec les problèmes que des gars autour de moi vivent et que moi aussi dans une certaine mesure, même si je m'en tirais pas, tu sais, je veux dire, l'époque me va bien. Tu sais, parce qu'on parle souvent de ces hommes qui se cherchent un rôle, tu sais, un nouveau rôle, parce qu'effectivement, le rôle des hommes change dans la société présentement. Moi, ça me convient plutôt bien, là, tu sais, comment on décrit la masculinité aujourd'hui, le rôle de père, de conjoint, avoir une sensibilité, tout ça. Moi, tu sais, je m'en tirais pas, là, ça me va bien. Mais je suis à l'écoute de ceux pour qui c'est plus difficile. Oui, parce qu'on le voit surtout, notamment aux États-Unis, bon, avec des noms que je nommerai pas, mais on les voit, le masculinisme revient en force et ce qu'on pourrait peut-être appeler, bon, certains vont appeler de la masculinité toxique, ça revient, là, les gros bras, les toughs, on est des mâles. Comment tu vois ça, justement, cette montée-là? Est-ce que ça fait plutôt peur de voir que malgré tout le chemin qu'on a parcouru pour se trouver un nouveau rôle, eh bien, il y en a des hommes qui résistent, mais vraiment fortement? Ben, tu sais, je fais toujours attention parce que, justement, je veux pas non plus me jouer la personne qui est au-dessus de la mêlée et qui est à l'extérieur de tout ça, mais en même temps, il y a une réalité qui s'impose, c'est que je serai pas la première victime de ces hommes-là, tu sais, de ces mouvements-là. Fait que c'est sûr que je peux regarder ça avec un certain recul. Tu sais, de dire que ça me fait peur, ça serait peut-être un peu exagéré parce que j'ai pas de crainte personnelle pour moi. Mais pour les filles, les femmes de mon entourage, oui, j'ai des craintes. Je déplore avant tout. Après ça, j'essaie de comprendre parce que c'est beau de condamner des fois des propos puis des discours qu'on juge qui sont déplorables, mais c'est pas suffisant. Visiblement, c'est pas suffisant parce qu'en ce moment, on récolte justement peut-être le résultat d'avoir juste soit voulu glisser sous le tapis ces problématiques-là ou de les avoir marginalisées, de les avoir mis de côté et ces gens-là reviennent en force. Fait que je pense qu'il faut essayer de comprendre, il faut entendre le message derrière ça. Il y a un message derrière qu'il faut essayer de comprendre et d'entendre. Donc, c'est un peu mon approche que dans cette quarantaine-là que j'ai décidé d'aborder avec beaucoup d'humour dans le spectacle, parce que je le dis, c'est nono, là. Dans le spectacle, il y a beaucoup de niaiseries, là. C'est pas une thèse doctorale, c'est pas une conférence académique, là. Tu sais, c'est de l'humour. Mais derrière cet humour-là, il y a effectivement une vraie prise de conscience, puis une vraie volonté de créer des ponts, d'entendre ça, puis d'essayer de comprendre, puis de leur dire, attends un peu, là, on va essayer de trouver une façon que tout le monde se sente mieux dans tout ça, tu sais. Parce que je pense que la polarisation, puis les gens qui s'éloignent l'un de l'autre, tu sais, ça augure pas bien là, pour l'avenir. Là, tu sais, c'est vrai que c'est inquiétant, puis c'est plat. Fait que j'essaie, moi, de rassembler un peu ces gens-là en espérant dédramatiser certaines situations, certains problèmes que les hommes vivent, en espérant qu'ils en parlent, qu'ils soient mieux outillés, parce que là, outillés, bon, c'est un peu prétentieux de ma part, mais du moins de briser certains tabous pour qu'on puisse en parler. Justement, on parlait de voir le monde différemment. On a appris en 2016, de par ta bouche, que tu avais été diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger. Est-ce que, justement, cette facette-là de ta vie fait que tu vois le monde différemment ou c'est totalement à part? Non, ça doit expliquer. C'est sûr qu'il y a une explication là-dedans, probablement. Là. Tu sais, je veux dire, mon cerveau, il est fait juste un petit peu différent. Il est fonctionnel, il fonctionne, mais il est juste un petit peu différent que j'ai probablement un petit décalage par rapport à la norme. Puis je veux pas dire la normalité ou les gens normaux, c'est pas des termes qu'on essaie d'utiliser, mais la norme. La norme sociale, je la vois un petit peu différemment. Puis ça a été difficile à certaines périodes de ma vie, ça. C'est pas toujours été facile. Puis je pense que je suis chanceux de pratiquer un métier où c'est valorisé d'être différent, tu sais, puis c'est même une force.
Fait que j'ai transformé cette difficulté-là, des fois dans ma vie personnelle et professionnelle aussi à certains niveaux, mais je l'ai transformé en force. Fait que ça, je suis chanceux, mais je pense que c'est le propre de tous les humoristes, hein, de prendre des fois leurs défauts ou leurs différences, puis de le transformer en force. C'est le principe de l'humour, même. Mhm. Comment est-ce qu'on en vient justement à aller chercher un diagnostic qui est dans la trentaine, quand on a une certaine vie, bon, ça roule nos affaires, on commence une carrière, tout va bien. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est nous-mêmes, surtout dans ce cas précis-là? Parce que bon, tout fonctionne, il n'y a pas Non, Non, tout tout fonctionnait fonctionne. pas. Non, non, c'est ça. C'est moi, c'est au contraire. Ben, je pense qu'en apparence, ça pouvait aller bien, mais je vivais des difficultés dans la vie personnelle, dans ma vie professionnelle aussi. Il y avait comme un mur qui était devant moi. C'était avec des discussions avec des collègues, mon entourage, mon équipe, qu'à un moment donné, on réalisait, quoi, ils l'ont réalisé avant moi que j'avais beaucoup de difficultés à lire la foule, à comprendre qu'est-ce qui se passait dans la foule, puis que ça pouvait devenir un frein à ma carrière. Là. Ça commençait à être problématique. Je comprenais pas les malaises, je comprenais pas pourquoi les gens riaient à ce moment-là, pourquoi les gens se sentaient pas bien. Fait que cette mauvaise lecture des humains, ben, me nuisait. Fait que c'est ça, moi, qui m'a amené à aller chercher le diagnostic. Je fais comme, attends un peu, là, comment ça se fait que je comprends rien de ce qui se passe? Et ben, ce diagnostic-là m'a permis moi-même de me comprendre mieux et de comprendre cette difficulté-là que j'avais et à la fois de la transformer et de m'améliorer là-dedans. Moi, je suis très pro-diagnostic dans la vie en général. Là. Tu sais, je sais qu'il y a des enjeux de surdiagnostic, puis ça existe dans plein de conditions. Mais dans mon cas et dans le cas des gens à qui je parle, d'ailleurs, des adultes qui y vont, c'est venu avec un soulagement, c'est venu avec des réponses à leurs problèmes. Où moi, je suis un grand porte-parole de aller consulter tout le monde, aller chercher de l'aide. Là. Ça va vous aider fort probablement. Peut-être que vous n'aurez pas le résultat que vous pensiez. Vous n'êtes même pas obligé de le dire à votre entourage ou d'en parler, de faire un coming out comme moi. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Là. Fait que je suis très content de ça. C'est une démarche qui a été très salutaire dans mon cas. Et comment tu fais pour t'améliorer? Tu dis, je veux m'améliorer. Oui, une fois qu'on a le diagnostic, eh bien, on veut s'améliorer. Mais dans ton cas précis, il y a pas, on peut pas dire on prend une pilule puis tout est réglé. Là. Non. Il y a de la thérapie à faire. Il y a vraiment une... je pense que c'est... Ben, il y a des gens qui vont choisir la voie de la thérapie, puis c'est jamais une mauvaise voie. Là. Tout le monde, même les gens pas de diagnostic, là, gagneraient tous à aller consulter, je pense, dans la société. Mais dans mon cas, c'est une prise de conscience. En prenant conscience de ce qui était plus difficile pour moi, ben, j'ai pu le travailler. J'ai surtout pu accepter certaines limites que j'avais. Donc, en n'étant pas toujours en train de combattre ma nature, puis d'être fâché de certaines situations, d'être moins, de pas comprendre cette rigidité-là, ben, en acceptant ça, étrangement, ça a aidé, tu sais, ça a beaucoup aidé. Mais comme je dis, ça demande des efforts, là, tu sais, ça continue des efforts. Puis c'est une promesse que j'avais faite à ma blonde aussi, parce que je suis avec la même conjointe depuis 18 ans. Puis quand j'ai reçu le diagnostic, elle m'avait dit, tu sais, je veux pas que ça soit une excuse pour ne pas changer ou ne pas t'améliorer, que tu sortes ton diagnostic comme, ben moi, ça, je suis pas capable de faire ça, fait que ça va être comme ça. Non, c'est une promesse que je lui ai faite de, je vais continuer à travailler pour m'améliorer. Puis je pense que tout le monde peut s'améliorer dans la vie, mais moi, j'ai juste ciblé les choses que j'allais faire. Puis c'est vraiment une prise de conscience. C'est d'être conscient de ça m'a aidé. Puis ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Parce que avant, c'était épuisant de pas savoir pourquoi j'étais comme ça, tu sais. C'était vraiment difficile. Puis là, en comprenant ça, ben, étrangement, juste en le sachant, je me suis amélioré. Puis après ça, j'ai continué à faire des efforts. Tu l'as dit, tu as passé la quarantaine avec une année de plus, 41 ans maintenant. Qu'est-ce qui a changé par rapport au Louis d'il y a 20 ans, exemple donné, à 20 ans versus à 40, bon, outre l'aspect diagnostic et compagnie qu'on va laisser de côté, mais dans ta vie et dans ton humour, qu'est-ce qui a évolué de ce côté-là? Ben, tu sais, le diagnostic, si on prend juste le diagnostic, m'a permis de comprendre que j'étais étrange, tu sais. Et moi, avant, je pensais que tous les gens autour étaient étranges puis que c'était moi le normal. Ça a changé l'espèce de rapport que j'ai à la vie en comprenant que je vois les choses différemment.
C'est moins de frustration, moins d'amertume, moins de ressentiment par rapport aux réactions par rapport à ça. Mais en vieillissant, le Louis de 40 ans versus le Louis de 30 ans, disons, le Louis de 20 ans, je m'en souviens un peu moins, là. Ça fait longtemps. Mais le Louis de 30 ans, beaucoup moins de rigidité, beaucoup plus de conscience de qui il est, des gens autour, de mieux vivre avec les émotions, de compréhension. Tu sais, j'aime la personne que je suis en train de devenir puis que je travaille à devenir, là. Je me trouve plus flexible, je me trouve plus conciliant, une ouverture par rapport aux gens, aux différences, là, parce que étrangement, tu sais, j'avais une rigidité mentale avant que je pensais avoir raison pour tout, puis je me suis assez trompé souvent maintenant pour accepter mieux que je me trompe. J'ai l'expérience, la vie nous amène des leçons, tu sais. Fait que c'est sûr qu'entre 30 et 40 ans, il y a eu beaucoup de leçons de vie et de réflexion par rapport à ça. Fait que plus sage, plus mature, plus conciliant, plus agréable. Je dis de même, je suis vraiment rendu une bonne personne. Là, Ou ben, c'était il y vraiment a pire encore des avant? efforts, là. Ben ouais, c'est ça. Je partais de loin. Disons que je partais de loin. Mais puis plus drôle aussi. Plus drôle parce que si je pense juste à la scène, j'ai moins, je ressens moins le besoin d'avoir raison. Hein. Fait que déjà ça change ma posture sur scène. Oui, oui. J'aime faire rire, mais j'ai appris que j'aimais beaucoup faire rire. Avant, je pense que j'aimais avoir raison plus que j'aimais faire rire. Tu sais. Je renierai jamais mes premiers spectacles. Je les adore encore, j'en suis fier. Mais il y avait une posture un peu justement de je vais vous apprendre des choses. Puis maintenant, je suis plus dans rions, amusons-nous de ça. Et puis j'ai plus confiance au public. Vous allez comprendre. J'ai pas de problème avec ça. Et si vous apprenez des choses, bah, ce sera juste un bonus. Exactement, exactement. Ben, Louis, on va en apprendre des choses sur toi, sur la vie, sur les mâles alpha, sur les hommes que t'aimes, et puis sur tout ton univers le 9 novembre prochain. Merci beaucoup d'avoir été Oui. avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 9 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Louis T. et aussi Loïc, Nathan, ainsi que Maëlie et leur sensei Manuel Gendron de Karaté Sunfuki. J'aimerais aussi vous rappeler que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel. Et on se revoit, nous, pour une prochaine à Studio Libre.